si on remonte dans les siècles passés, un engrenage n'est pas du tout un mécanisme de puissance. Donc il faut bien avoir ça en tête et pas faire de faux... il ne faut pas voir cette technologie à travers la nôtre, qui n'est pas du tout la même. Hein. Alors aujourd'hui, un engrenage moderne, donc c'est un développement de cercle, c'est un système mécanique qui a un rendement proche de 99%, qui peut transmettre des efforts considérables, enfin des couples incroyables. Et on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. Donc, l'engrenage, si on revient aux engrenages, en fait, pendant longtemps, la première trace écrite de l'engrenage, elle se trouve dans Héron d'Alexandrie. Et Héron d'Alexandrie vivait probablement au 1er siècle après Jésus-Christ. Hein. Donc, d'ailleurs, il y a tout un débat pour savoir quand est-ce que vivait Héron d'Alexandrie. On ne le situe pas si bien que ça aujourd'hui, mais la seule vraie preuve d'utilisation de roues dentées se trouve dans Héron d'Alexandrie. Alors en fait, si on regarde bien les textes quand même précédents, on s'aperçoit que dans Aristote, enfin il y a un texte sur la mécanique qu'on attribue à Aristote, mais qui est vraisemblablement plutôt de Straton. On parle de roues de friction, on parle d'un certain nombre de mécanismes. En fait, on s'aperçoit que les roues dentées sont en filigrane. Parce que ce qu'il explique sur ces roues de friction, s'il n'y a pas de dents pour faire obstacle, ça marche pas bien, quoi. Alors après, en fait, il y a quelqu'un qu'on connaît pas bien non plus, qui est Stésibios. J'en reparlerai tout à l'heure de Stésibios. Mais Stésibios propose plusieurs mécanismes où il y a des crémaillères, des choses comme ça. Donc l'idée de dents, en fait, elle est présente. Hein. Et enfin, celui en fait, où on est à peu près sûr qu'il y avait des roues dentées, c'est Archimède. Puisque Archimède a proposé un certain nombre de machines, et là, on ne voit pas bien comment il aurait réalisé ces machines sans engrenage. Donc maintenant, avec la machine denticitaire, et en relisant les textes, on pense que les engrenages, c'est plutôt le milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ, plutôt que le 2e siècle après. Donc on est revenu quand même de 5 siècles en arrière. Donc c'est quand même quelque chose de très très intéressant, quoi. Alors je passe sur la IR. Donc justement, ce que je viens de dire, c'est que les engrenages, ça permet de faire des cycles arithmétiques. Donc des divisions d'entiers, des multiplications d'entiers. Donc ça, c'est très très intéressant, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est exactement l'astronomie babylonienne. Donc les Babyloniens, en fait, comment ils font les Babyloniens ont mesuré la position des astres dans le ciel pendant des siècles et des siècles, et ils se sont aperçus qu'il y avait des cycles. Donc le soleil revenait, la lune, évidemment le soleil revient tous les jours, la lune revient avec une certaine période, les Vénus, enfin, etc. Et eux, leur astronomie, elle est basée, leur système de prédiction, parce qu'ils avaient un système de prédiction, parce qu'en fait, la religion babylonienne est basée sur l'astrologie et les présages, et donc il fallait être capable de prédire tous ces phénomènes, avec plus ou moins de bonheur, et donc ils ont mis en place tout un système de cycles arithmétiques. Et en fait, ces cycles arithmétiques, on va les retrouver dans la machine denticitaire. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, en fait, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais le dire maintenant, c'est que pratiquement, ce qui est un petit peu compliqué quand on parle de la machine denticitaire, c'est que quasiment tous les sujets, toutes les planches que je vais vous montrer, on pourrait faire des conférences dessus de plusieurs heures et débattre d'un certain nombre de sujets. Et donc forcément, je vais aller très vite, je vais certainement être un peu simplificateur, et donc pardonnez-moi de cette prise de vitesse. J'espère que dans cette prise de vitesse, je ne dirai pas trop de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on va parler un petit peu de calendrier, parce que sur la machine denticitaire, il y a plusieurs calendriers qui sont présents. Alors en fait, ce que je voulais dire par là, par cette planche, c'est que le calendrier, faire un calendrier parfait, c'est une illusion, au sens où l'année ne se divisant pas en nombre entier de jours, ni d'ailleurs la lunaison, c'est un peu un travail vain, mais bon, les gens, au fur et à mesure des siècles, ont essayé de trouver des systèmes qui étaient les meilleurs possibles. Alors en fait, là, je vais parcourir un petit peu les astronomies un petit peu à l'envers. Parce qu'on sait très bien que, d'un point de vue historique, les gens ont commencé par faire des cycles, à essayer de faire des calendriers lunaires, parce que la Lune elle revient relativement vite, hein, donc c'est de l'ordre de 29 jours, donc il n'y a pas besoin d'attendre 325 jours comme pour l'année. Bon, après, quand on a fait de l'agriculture, on s'est aperçu que les calendriers lunaires, c'était pas terrible, parce qu'on ratait toujours le moment où il fallait semer, moissonner, enfin ça allait jamais, quoi. Donc on a essayé d'aller vers le solaire.
Et pour ça, en général, on essaie de marier les deux, le l'unisolaire pour que les gens ça aille pas trop fort. Et puis au bout d'un moment, bah, on a abandonné le côté lunaire. Et donc nous, on voit bien que les pays d'Europe de l'Ouest, par exemple, où on a une agriculture, où la vie est quand même basée sur l'agriculture, eh ben, on a un calendrier solaire depuis très longtemps. Et par exemple, les Égyptiens, pour qui c'était super important, le retour des crues du Nil, eux aussi ont adopté finalement un calendrier solaire relativement... disons que le cas de l'Égypte est assez marrant parce qu'ils ont eu les premiers, enfin parmi les premiers un calendrier solaire. Après, ils ont eu un calendrier unisolaire avec les Grecs, et aujourd'hui, ils sont revenus à un calendrier lunaire. Chercher des regards. D'ailleurs, vous remarquez que l'agriculture égyptienne, vous en entendez plus parler. C'est politiquement pas correct. Je vais revenir en arrière. Bon, alors effectivement, pour faire les calendriers, ben, on décompte ce que je viens de dire, donc on essaie de compter des jours pour faire des semaines. Alors d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que chez les Grecs et les Égyptiens et les Romains, les semaines sont de 10 jours. Donc quand les révolutionnaires ont voulu revenir à 10 jours, ils ont eu... en fait, ils voulaient simplement revenir à quelque chose qui a été utilisé pendant des siècles. Alors les 7 jours, ils viennent vraisemblablement, on n'est pas sûr, hein, toujours de nos amis babyloniens, parce qu'ils étaient très superstitieux, ils faisaient de l'astrologie, donc forcément, quand ils faisaient de l'astrologie, on était très superstitieux. Et donc pour eux, le chiffre 7 était un chiffre néfaste, et en gros, ils faisaient rien le 7e jour, parce qu'ils trouvaient que c'était trop dangereux de faire des trucs le 7e jour. Et donc, ils ont pris l'habitude de ne rien faire le 7e jour. Et il y a d'autres gens qui sont passés derrière, qui ont interprété ça, et nous, on s'est retrouvés avec ce fameux calendrier de 7 jours. Mais c'est une... Enfin, passons. Donc, alors, effectivement, les Égyptiens, alors, assez vite, ils ont certainement adopté un calendrier de 360 jours, parce que nos amis babyloniens, ils avaient une autre caractéristique, c'est qu'ils utilisaient un système à base 60. Alors, c'est très pratique, puisque 60 se divise par 1, 2, 3, 4, 5, 6, en l'occurrence. Donc, la base 60 est très pratique. Bon, le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut apprendre l'étape de multiplication et d'addition jusqu'à 60 par 60. Donc imaginez les écoliers, ils ont déjà du mal avec la table de 7, alors là, ça quand même très très mal. Et donc il se trouve que justement l'année fait en gros 360 jours. Alors, en fait, vous savez tous très bien que c'est très très difficile de mesurer une année, enfin, c'est pas une tâche très aisée. Et donc assez vite, en fait, ils se sont aperçus que 360 ça allait pas, et donc ils ont adopté un calendrier de 365 jours. Et en fait, 365 jours, on sait que ça ne marche pas non plus, hein, il y a un décalage, hein, donc tous les jours vont se décaler dans l'année au fur et à mesure. Enfin, bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'à l'échelle humaine, sur une quarantaine d'années, on se décale quand même que d'une dizaine de jours, et que donc pour les travaux des champs, globalement, ça va à peu près, c'est à peu près faisable. On n'est pas complètement à côté, mais on s'en cale un petit peu. Et donc ce calendrier, en fait, on le retrouve sur la machine d'Ossiciter. C'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure sur la face avant. Ça, c'est une photo, donc c'est une tomographie. Alors, vous voyez, les écritures, elles sont là, on lit bien du grec. Là. Et donc là, sur cette couronne-là, on voit le calendrier, donc, égyptien, donc de 360 jours. On lit les mois, là, le mois de Pachon, on le lit là. Et en dessous, en fait, on avait un autre cadran avec donc les longitudes écliptiques. Et donc, alors vous savez très bien, donc, ce calendrier qui est un calendrier vague, bah, ça ne va pas bien marcher. C'est-à-dire que la première année, bah, tout va bien. Une fois qu'on a fait le tour, on retombe bien sur... Enfin, déjà, la première année, on a un décalage d'un quart d'un quart de jour, mais un quart de jour, au vu des graduations, ça va à peu près passer. 2 ans, ça va être un peu plus compliqué, mais là, au bout de 4 ans, on doit carrément se décaler. Et en fait, bah, ça, c'est quelque chose qui était prévu sur la machine d'Anticiter, puisqu'en fait, la plaque précédente, qui contenait donc ces graduations, en fait, était une plaque amovible. Et vous voyez, on voit derrière les trous, donc il y a un certain nombre de trous, et sur la plaque du calendrier, il y avait des picots qui venaient se positionner dans ces trous, et donc tous les 4 ans, en fait, ce qu'on faisait, bah, on sortait cet anneau là, et on
venait le positionner à l'endroit qui allait bien. Alors la question que vous pourriez vous poser, c'est mais oui, mais comment on fait pour savoir qu'on a passé 4 ans? Eh bien c'est très simple. La machine, en fait, nous le dit. Alors en fait, il y a un calendrier, il y a un cadran pardon, qui a fait couler beaucoup d'encre sur la machine anticitaire, qui est le calendrier des jeux. Alors en fait, pourquoi déjà, première utilisation, vous voyez, si on regarde le train d'engrenage qui fait... vous voyez, on part de la manivelle, le grand plateau, puis on suit tous les rapports d'engrenage pour arriver à ce cadran-là. Ben, on voit que c'est... vous voyez, là, il y a donc... qu'est-ce que je... Donc il y a les 38 dents, là, on les retrouve ici, donc... etc. Si on suit tout ça, ça fait bien un rapport de 1/4. Et donc, en fait, le cadran, l'aiguille, va faire le tour une fois tous les 4 ans. Et donc, ça va nous dire qu'on est revenu à 4 ans et qu'il va falloir changer notre calendrier égyptien pour le remettre à la bonne date vis-à-vis de la longitude écliptique. Excusez-moi, les petits trous là, ils sont d'origine, c'est bien ça? Ah oui. On a pu les mettre en... Ah oui. Ce que je vous fais voir, il n'y a pas de trucage. C'est pas quelqu'un qui est venu après, non, c'est ceux-là... Ça paraît tellement propre. Hein. Mais en fait, là, ce sont des tomographies. Hein. Donc, c'est des tomographies, c'est des images qui ont été retraitées numériquement, donc, en fait, justement, pour augmenter le contraste, etc. D'ailleurs, vous voyez un morceau de roue dentée là, qui apparaît, là, et puis l'arrière du mécanisme. Alors, ce qui a quand même beaucoup surpris les gens, c'est que sur ce calendrier, là, on a lu carrément, là, tout ce qui est en rouge, en fait, c'est les vraies lettres qu'on a déchiffrées. Et les bleus, là, c'est ce qu'on a rajouté pour que ce soit compréhensible. Et on voit bien que le calendrier est divisé en 4, le cadran est divisé en 4, et ça correspond donc aux 4 jeux qui étaient en vigueur à la période des Grecs. Alors bon, on connaît essentiellement nous, les Jeux Olympiques, mais il y avait aussi d'autres jeux qui étaient moins connus. Alors là, il y en a 5 parce qu'il y a une année où il y avait 2 jeux en fait. Hein. Donc c'est pas une erreur de ma part. Il y a... Donc tous les jeux de Delphes, de Corinthe, de Dona, là, sont moins connus, mais bon, ils existaient. Et en fait, ça, c'était une très grosse surprise, parce qu'on s'est aperçu que finalement, cette machine denticitaire, elle avait aussi, pas seulement un rôle astronomique, elle avait certainement un rôle social, un rôle, en fait, d'anti-sèche, pour savoir sur quel jeu on devait travailler. Donc, vous voyez, donc là, on pouvait savoir, si on revenait par exemple aux Jeux Olympiques, eh ben, on savait que c'était le moment de la couronne, là, ici, de se recaler sur le calendrier égyptien. Donc déjà, vous voyez, ça fait déjà un ensemble de propriétés assez intéressantes. Alors, ensuite, il y a un autre cycle qui était utilisé dans l'Antiquité. Alors celui-là, il est assez bien documenté, qui est le cycle de Méton, donc d'un astronome grec du 4e siècle avant Jésus-Christ qui s'appelait Méton. Et donc c'est un cycle de 19 ans, donc comme je vous l'ai montré là, 19 ans, ça fait 6940 jours. Ça tombe pas juste, hein, il y a des virgules que j'ai pas mis, et justement 235 lunaisons, ça fait aussi en moyenne 6940 jours. Et donc en fait, ce qu'ont fait les gens de la machine denticitaire, c'est que diviser un cadran en 235, c'était trop compliqué, que ça faisait des cases qui étaient trop petites, ils ont décidé de faire ça sur 5 rangs. Alors voilà ce que ça donne. Alors là, vous voyez, il ne faut pas se tromper, hein. Ce qui est en rouge, c'est ce qu'on a lu sur la machine, et ce qui est en bleu, c'est ce qu'on a reconstitué. Hein. Donc il y a quand même une part, ils ont quand même un peu interpolé, quoi. Mais ceci dit, là, cette partie rouge du calendrier, c'est le calendrier le plus complet qu'on ait de l'époque. Hein. On n'a aucun calendrier aussi complet de l'époque, et les noms des mois qu'on a discernés sur cette partie rouge là semblent être un calendrier des provinces, des colonies grecques de l'Ouest, puisqu'ils n'avaient pas tous le même calendrier, toutes les cités n'avaient pas toutes les mêmes calendriers. Oui. Qu'est-ce qui existe de ce texte? Ce que je viens de dire, tout ce qui est en rouge, c'est ce qui existe. C'est ce qu'on a découvert. Ouais, ce qu'on a découvert, tout ce qui est en rouge, ça a été interpolé. C'était reconstitué. Ouais. Ouais. Mais bon, alors ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, ce que je vous disais, c'est énorme. Hein. C'est un des calendriers les plus complets qu'on possède de cette époque-là. Et donc, il y avait, vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est cette spirale que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je dois la voir. Non, j'ai plus la. Enfin bon, c'est pas très grave.
donc il y avait une aiguille, enfin il y avait du centre partait une aiguille là, et donc l'aiguille venait, il y avait une partie glissante qui venait parcourir cette spirale au fur et à mesure qu'on avançait dans les mois. Donc là c'est le calendrier métonique. Alors ce calendrier, en fait, avec le morceau qu'on a retrouvé, on a quand même réussi à faire pas mal de choses. Parce que donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on fait un calendrier purement lunaire, bah, ça pose problème parce que effectivement pour faire de l'agriculture c'est compliqué, donc il faut quand même essayer d'un moment de se caler sur le soleil. Et le problème en fait, bah, c'est que 12 lunaisons en moyenne ça fait 354 jours, alors, je vous épargne les virgules, hein. Et 13, alors donc ça c'est pas assez, hein, ça fait une année qui est trop courte, et 13 lunaisons bah, ça fait 383 jours. Et donc l'idée en fait, et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que 19 années ça fait 228 lunaisons. Donc en fait, bah, si on essaie de recaser ça, on s'aperçoit que si on a fait une division par 12 là, on aurait que 228 mois et donc il en manquerait 7. Donc ce que les Grecs avaient décidé en fait dans leur calendrier, c'est de redoubler certains mois lunaires. Alors donc vous voyez, ça se présentait de cette façon-là. Donc il y a notre cycle de 19 années. Et en fait, les mois où on redouble, bah, on va dépasser un petit peu. Et puis les mois où on ne redouble pas, on est un peu plus court, ce qui fait qu'on va se rapprocher de la ligne. Et au fur et à mesure en fait, bah, des années, normalement, au bout de 19 ans, on retombe sur ses pieds. Alors, vous voyez, c'est déjà pas simple, hein, parce que déjà une année normale, là, nous c'est compliqué, mais eux, une année, il y avait des mois qui étaient redoublés, il y avait des années où les mois n'étaient pas redoublés. Alors donc là, j'ai la liste des mois dont on a les abréviations sur la machine densitaire. Hein. C'est-à-dire qu'en général, on lit les 2-3 premières lettres hein, seulement. Et en fait, le mois qui était redoublé chez les Grecs, c'est ce mois-là, le Kleios. Alors, en fait, le problème, c'est que ça ne va toujours pas, parce que 235 mois de 30 jours, bah, ça fait 7054 jours, 7050, pardon. Or, le cycle de Méton ne fait que 6940 jours, donc il faut supprimer 110 jours. Et donc, en fait, ça veut dire qu'en gros, il faut tous les 64 jours enlever un jour. Et bien, en fait, c'est ce qu'on a retrouvé gravé sur la machine densitaire. C'est-à-dire que là, en fait, si vous regardez bien, il y a les premières lettres du mois, et après, il y a le numéro du jour qu'il faut supprimer. Alors, vous voyez, un calendrier lunisolaire, quand même, bah, imaginez qu'on utilise ça aujourd'hui, c'est super compliqué. Quoi. Parce qu'il faut se poser la question, est-ce que je double le mois? Puis ah ben non, alors vous donnez rendez-vous à votre copine le 25 du mois, le 25, c'est le jour supprimé. C'est ballot. C'est ballot. Non mais tout ça pour dire que le genre de calendrier qui sont super compliqués, c'est même si c'est très beau théoriquement, on n'est pas sûr qu'il s'est vraiment utilisé ça. Alors là, donc, la reconstitution à plat, alors en fait, c'est quand même très très malin, parce qu'en ayant groupé les années sur 5 colonnes, ça permet de factoriser, en fait. Parce que vous voyez, là, quand on dit qu'on supprime là, le 5, là, ça veut dire qu'on va supprimer le 5 sur tous les mois de la même ligne. Hein. Donc c'est comme ça qu'était fait la machine. Hein. Oui, parce que j'ai dû vous dire une bêtise, je vous ai dit une bêtise. Là, en fait, il y a le numéro du mois, et là, ici, là, c'est le numéro du jour qu'on doit supprimer dans la colonne. Voilà, maintenant, c'est... J'ai pas réalisé avant lui. Donc, mais la façon dont c'est fait, c'est quand même très très malin. Alors, il y a quand même un problème dans ce calendrier, c'est que tout à l'heure, je vous ai épargné les décimales. Et en fait, si on rajoute les décimales, alors ça, c'est un autre cycle qui est dû à Cysique, à Caïn de Cysique, pardon, qui est un autre astronome grec, qui s'est aperçu que si on fait 4 cycles métoniques, et ben, on est décalé d'un jour. Et donc, ça veut dire que normalement, au bout de 4 jours, au bout de 4 cycles métoniques, il faut enlever un jour. Alors, en fait, comme je suis un peu passé vite tout à l'heure, hein, je vous ai épargné le mécanisme de la Lune. Donc, vous voyez, le mécanisme, le cadran là, de la Lune, là, du cycle métonique, il est là. Donc, on tourne la manivelle ici, et puis on fait tout ce cycle-là. Et là, on n'a pas retrouvé le cadran, parce que là, il est sur une partie qui n'existe pas, mais on a retrouvé une partie du mécanisme. Et en fait, on a retrouvé une partie du mécanisme qui fait la division par 4, et donc il devait y avoir aussi un cadran qui devait indiquer qu'il était temps d'enlever un jour
dans le cycle méthodique. Donc vous voyez, enfin, là déjà, enfin, si je vous avais présenté que ça, puis j'aurais pu détailler beaucoup plus, déjà, il y a quand même un sacré tour de force, quoi. Parce que je vous ai épargné la façon dont on calcule les rapports d'engrenage, enfin, etc. Mais c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini, et en particulier, ce qui a fait aussi beaucoup couler l'encre, c'est le fameux cycle du Saros. Alors le Saros, en fait, c'est une erreur hein, qui est due à Halley. Hein, les Babyloniens n'ont jamais utilisé un cycle qui s'appelle le Saros, hein, c'est une erreur. Mais ils connaissaient quand même ce cycle. Alors ce fameux cycle de 18 ans et 11 jours, qui fait 223 lunaisons, en fait, si on regarde bien, ça fait 223 lunaisons, ça fait ce nombre de jours-là. Mais une révolution draconitique et une révolution anomalistique, vous voyez, ça fait à peu près la même chose. Et ce qui veut dire qu'en fait, qu'au bout de ce cycle, le ciel, enfin, en tout cas la Lune et le Soleil, enfin là j'ai pas détaillé pour le Soleil, se retrouvent à peu près dans la même configuration. Et donc ça veut dire que s'il y a une éclipse, si on a repéré une éclipse à un moment dans un cycle plus loin, on risque d'avoir un événement du même type. Mais alors c'est pas du tout, ça prédit rien du tout au sens où on n'est pas du tout sûr de quelque chose. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose un cycle plus loin, mais ça sera peut-être annulaire, de toute façon ça sera de l'autre côté de la Terre, enfin on ne sait pas bien comment ça sera. Et ça c'était un cycle qui était connu. Et donc le grand cadran en fait du bas de la machine anticitaire, donc là comme il y a une éclipse bientôt, là vous savez tous d'ailleurs que en fait c'est dû au fait que si on se place dans un repère géocentrique, le Soleil semble tourner sur l'écliptique alors que la Lune est dans un autre plan. Et que donc, pour qu'il y ait une éclipse, il faut que forcément on soit très proche du nœud ascendant, des nœuds. Donc ça c'est... et finalement, donc, les Babyloniens avaient repéré ce cycle qu'on a appelé à tort Saros. Donc là, je détaille les calculs qui permettent d'obtenir ce cycle du Saros. Et en fait, là, on a une grosse partie, vous voyez, du cadran. Alors, et là, en fait, on a... Alors là, c'est ça, parce qu'au début, on a quand même beaucoup cherché, parce qu'il y a, si on regarde bien, vous voyez la lettre grecque sigma, donc pour Séléné, hein, la Lune, et on voit la lettre H, enfin Eta, pour Hélios, le Soleil. Et donc là, on dit, donc, dans les cases, donc vous voyez, la plupart, ça représente des lunaisons, et on dit dans chaque lunaison s'il y a des chances qu'il se passe quelque chose ou pas, quoi. Donc ça, vous voyez là, le cadran, enfin, on en a quand même beaucoup, quoi. Alors, encore plus fort... donc là, vous voyez, ce cadran, il est là, hein, on en a une partie ici et une partie là. Hein. Excusez-moi. Oui. Les cases vides, précédemment, c'était... Ah ben, il ne se passe rien ce mois-là, quoi. Donc, il n'y a pas d'éclipse. Et donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, alors, je suis désolé, hein, je passe un petit peu vite, parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Si on regarde bien tout à l'heure, là, alors je suis revenu trop en arrière. Si on regarde bien un des cycles, on s'aperçoit, vous voyez, là, on est sur des... On voit qu'en gros, on a un tiers de jour là, de décalage. Ça veut dire qu'en fait, sur le Saros suivante, l'éclipse va, s'il y a une éclipse, elle va se passer à peu près un tiers de rotation de la Terre plus loin, quoi. Donc à l'autre bout de la Terre. Et en gros, en fait, ce qui est fabuleux, c'est que comme ça tombe presque juste, au bout de 3 fois, on est revenu au début. Et donc justement, là il y avait un cadran, là il y a un cadran, là vous voyez, et là qui vous dit qu'on est décalé de 8 heures et qu'on est décalé de 16 heures. Donc là, ce cadran-là, on l'a, hein, on a cherché longtemps à quoi il servait, quoi. Et en lui-même, il y a encore donc, le cadran du Saros, donc vous voyez, on utilise tout un tas d'engrenages pour aller jusqu'à ce cadran-là, avec cette fameuse aiguille qui se promène donc, dans une spirale. Et donc le dernier cadran, donc, on l'appelle l'exégimos, ce qui signifie tour de roue en grec. Et donc vous voyez là, il y a les rapports d'engrenage qui font le tiers, qui permettent d'arriver à ce rapport-là. Donc c'est les derniers là, qui sont en rouge. J'ai pas refait le calcul global. Alors donc là, vous voyez, dans un premier temps, on a vu tout un tas de trains d'engrenage qui en fait matérialisent des cycles. Et ces cycles, on sait que c'est des cycles qui étaient déjà connus des Babyloniens. Donc ça a été un peu une surprise aussi, parce que finalement, l'influence de l'astronomie babylonienne
est certainement plus grande que celle qu'on pense sur l'astronomie grecque. Alors maintenant, on va voir en fait dans la machine comment le modèle géométrique grec, lui, était implémenté. Parce qu'en fait, dans cette machine, on a aussi des choses qui nous viennent du modèle géométrique grec. Alors en fait, dans tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, on a raisonné qu'en cycle et qu'en moyenne. Or, en fait, vous savez très bien que si on prend un modèle géocentrique, on a l'impression que le Soleil parcourt un cercle sur l'écliptique, mais en fait, il n'en est rien. C'est pas un cercle, c'est une ellipse, puisque là, je suis passé dans le modèle héliocentrique, la Terre parcourt une ellipse autour du Soleil. Et donc, il va y avoir des moments où la Terre va aller plus vite, et il y a des moments où la Terre va aller moins vite. Et donc ça, en fait, on peut le représenter comme ça. Hein. Je repasse dans le modèle géocentrique. On peut raisonner en soleil moyen, c'est ce qu'on a fait depuis le début, là. Et par rapport au soleil moyen, on a le soleil vrai, et puis la différence entre les deux, en fait, s'appelle l'équation du centre. Or, cette équation du centre, si on fait le calcul, on s'aperçoit que dans l'année, ça varie. Si on avait adopté un mouvement purement circulaire uniforme, ça varie de l'ordre de 2 degrés. Alors 2 degrés, on a dit tout à l'heure une année, c'est en gros 360 jours, donc ça veut dire qu'en gros on fait 1 degré par jour, comme ça à la échelle. Donc ce qui veut dire que 2 degrés d'erreur, ça veut dire qu'on est 2 jours à côté de la plaque. Bon, ça quand même les anciens, ils l'avaient vu. Hein. Et donc il y a un certain nombre de théories qui ont été échafaudées par rapport à ça dans l'Antiquité. En particulier, les Babyloniens eux-mêmes avaient 2 théories là-dessus. Donc ils avaient ce qu'on appelle le système A et le système des saisons. Donc le système A, en fait, il disait que le Soleil avait un mouvement uniforme avec une certaine vitesse pendant un certain nombre de mois de l'année. Et ils en avaient une autre pour le reste du temps. Ils avaient aussi un système beaucoup plus subtil où ils avaient une division là carrément par saison. Donc par saison, ils avaient une vitesse sur l'écliptique. Alors là, en fait, ces deux théories-là, on a pu dire qu'elles ne sont pas implémentées sur la machine denticitaire, parce que par chance, le morceau qu'on a qui décrit la longitude écliptique, il y a les morceaux des ruptures. Or, on a mesuré que les ruptures, elles n'existaient pas. Donc, ils n'utilisaient ni ce système, ni cet autre système. Alors, il y avait aussi deux autres systèmes qui étaient en jeu. Alors, il y a celui des déférents. Alors là, je prends un peu l'ordre inverse de l'ordre chronologique. Hein. Il y a les déférents de Ptolémée. Donc, Ptolémée, c'est plutôt le 2e siècle après Jésus-Christ, donc c'est beaucoup plus tard. Donc, l'idée, c'est de dire, en fait, on se promène toujours sur un cercle. Mais au lieu de mettre la Terre au centre, on va mettre la Terre légèrement sur le côté. Et donc, ce qui va faire que si on mesure, si on a une aiguille qui va jusqu'au cercle, là, on va avoir un mouvement qui ne sera plus uniforme. Alors ça, c'est des choses... Alors pourquoi je vous ai montré ça? Parce que c'est très très facile à réaliser. Donc il suffit...